tenez le rendez-vous du mercredi, on est de retour. J'espère que vous avez apprécié le débrief du Grand Prix de Singapour. Et si vous ne l'avez pas encore vu, allez rattraper tout de suite cette erreur. Franchement, c'est un débrief de très grande qualité. Le plateau, vous le connaissez. Ils sont maintenant installés. On a les deux meilleurs chroniqueurs, on va le dire, au monde. Non, mais si, au monde, je le dis parce que je regarde beaucoup de choses, moi, partout. Oh là là, ça on a recommence. les deux meilleurs chroniqueurs au monde. Brice Germain d'un côté et bien sûr, monsieur Hamza Ramani. Ça va, les gars? Moi, j'aimerais surtout savoir qui est le meilleur chroniqueur au monde. Ah, je sais pas. Non, tous les deux, vous êtes tellement différents que vous vous complétez. Ouais. Et donc, voilà, tu vois, c'est un peu... Il y a un mec qui parle de Zamorano Salas. Zamorano Salas. C'est vrai que moi, je peux pas calculer de tête le 11 septembre 2022. Ouais. C'était il y a combien de jours exactement? C'est vrai, t'as raison. 371. C'est vrai. On le laisse à Brice. Avec l'aide, bien évidemment. Ce fameux site, tu sais, nombre de jours entre deux dates, c'était quand tu tapes sur Google. J'étais là-dessus. J'étais là-dessus. J'étais sur StatF1, puis après j'étais sur autre chose. Et voilà, si vous n'avez pas la référence, parce que vous n'avez pas vu le débrief, alors allez vite vous rattraper, bien sûr, les amis. Le programme de cette nouvelle émission, on va se poser une question qui est vieille comme le monde, qui a traversé les époques. Quelle est la part du facteur pilote en Formule 1? Et à partir de là, c'est quoi un grand pilote au regard de la saison 2023? Quelle est la place du pilotage pur dans la performance globale d'une voiture et d'un pilote? Quelle évolution aussi également dans le facteur pilote? Est-ce que le pilote est devenu de moins en moins important? Et puis, on se posera quand même un peu la question de savoir c'est quoi le niveau du plateau 2023. Vous verrez, c'est un débat vraiment libre. On a décidé de ne pas faire les choses de manière scolaire aujourd'hui, ça sera un petit peu différent. Et puis, la chronique, Margot parle moto et elle va nous parler surtout du mercato agité par un Espagnol. Ce n'est pas Fernando Alonso, mais Marc Marquez cette année, bien sûr, puisqu'on lui en parlera de roues. Mais pour commencer cette émission, on a pris une nouvelle habitude. C'est le courrier des lecteurs. Et j'adore, mais en fait j'adore cette expression parce que de faire un courrier des lecteurs sur YouTube, d'utiliser un mot aussi ringard, une technique aussi ringarde pour un truc aussi novateur, je trouve ça extraordinaire. La boîte postale est... Exactement, ouais. Écrivez-nous à la boîte postale. Non, voilà, donc c'est extraordinaire. 8000 CEDEX. J'ai eu du mal à faire des choix, les gars, dans les messages, mais... On va commencer par celui-là parce qu'il a eu lieu. C'est Lassen qui nous dit « Imaginez Stroll se cracher à Singapour et offrir la victoire à Alonso, ça serait drôle. » Alors pour le coup, ça a été le cas, mais il n'a pas pu participer le dimanche. Donc on a pas eu. Il va bien quand même, parce que. Oui, t'as raison, c'est vrai, on n'a pas eu de nouvelles non plus. Apparemment, c'est sa décision Ce serait sa décision. Mais bon. Vous savez, on a fait un débat sur Leclerc, sur son leadership. Alors, il y a une longue réponse, mais elle est importante. Je voulais vous la proposer. Je vais vous la lire. Alors, j'ai pas le nom, je suis désolé. Petite critique constructive, car je suis un viewer assidu des pistonnés, et ce depuis bien longtemps. Je précise que je suis neutre. Mon idole en F1 est déjà retraité. Ça doit être Kimi Räikkönen, je pense. Et je n'ai pas d'écurie favorite. Le titre et le débat sont très durs, à mon avis. C'est un peu la culture de l'instant. N'oublions pas que Hamilton commence sa grosse récolte de championnat après 4 titres de Vettel, que Schumacher, Todd, Brown de 96 à 99 n'ont pas de titre pilote, ça prend du temps. Les pilotes sont des êtres humains avec leur propre caractère. Peut-être que Leclerc aura un déclic en 2024, 2025, 2026 et ce sera pas trop tard, bien au contraire. Historiquement, Ferrari prend toujours des champions. Alonso, Schumacher, ce sont 2 titres en arrivant et Vettel 4 et Prost 3. Évidemment qu'ils avaient plus d'expérience pour orienter une équipe, mais il faut laisser le temps avant d'avoir un débat pareil, d'autant plus que Ferrari est en restructuration depuis même pas 1 an. Voilà. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est vrai que c'est un long pavé, mais en tout cas, voilà, c'est un avis qui allait à contre-courant à peu près de ce qu'on pouvait dire, donc c'est important de vous le partager. Adam Elliott qui nous dit le peuple ne réclame pas une chronique imitation, le peuple réclame une chronique imitation en battle 1v1 octogone entre Brice et Jérémy. Je vous rassure. Pas le budget pour Jérémy. Oui, il vient gratuit, mais il vient gratuit. Coûte trop cher. Je vous rassure, c'est la direction que prend cette chronique. On vous tiendra au courant, bien sûr, de la construction de tout ça. Une autre question que je trouvais très intéressante, c'est Florent qui nous la pose. Est-ce que Brice Germain est plus rapide en kart que Valère Germain à pied? Écoute, moi, en tant que témoin, je peux dire que oui. Oui, parce qu'il a vu l'arrière de ma combi, pas souvent le devant. Ouais, c'est vrai. Hamza. Oui, parce que... Surtout, c'est pas un grand fan de Valère Germain, je crois. Parce que je te mettais un tour. C'est drôle. À quel moment? Je te rappelle qu'on a fait une course de kart avec Thibaut Pinot, le cycliste. Ah oui, c'est vrai. Ça, que j'ai les temps chez moi. Ça, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Et que je te mets 4 dixièmes et demi, point. Ensuite, oui, sur une que course je l'ai pas en 2022. Sur une course que tu connais depuis l'âge de 4 ans. On dit un circuit, pas une course. Tu connais ton métier? Un circuit, pardon, oui. Ensuite, que je l'ai pas en 2022. Victoire devant le vainqueur du Grand Prix Explorer. Devant la 4e du Grand Prix Explorer. 2021, rappelle-moi. 2021, je me fais sortir par quelqu'un qui s'appelle Romain et qui est le bouseux. Au moment où on a failli mourir avec Emmanuel Moine. Exactement. Je gagne la course. Exactement. Et s'il y a une photo d'Emmanuel Moine dans le bac à sable, enfin, pardon, dans les arbres, excuse-moi. Ça vaut très cher. Ça vaut très cher. Il est monté en haut de la butte. Il était à la verticale. Moi qui ai peu d'expérience dans la conduite, je peux te dire que t'as connu le rouge. J'ai connu le rouge. Pas le raidillon, pardon.
Ça, c'est sûr. Les gars, autre message qui m'a bien fait marrer, c'est Sébastien Vettel Jr. qui dit l'autre jour, j'ai vu sur Twitter la photo de Fisichella et Alonso à Monza. J'ai cru que c'était Alonso et Manu. Je sais pas si c'est un compliment, les gars. Non, ça veut dire mais ça m'a Fisichella bien fait vieillit. marrer. Exactement. Et un dernier message, c'est Liobal qui nous dit à quand l'ami Gaëtan Vigneron en invité? C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé. Vous êtes nombreux à nous le réclamer, et notamment nos viewers belges, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais c'est vrai que depuis longtemps, on veut monter une émission un peu spéciale Belgique pour faire plaisir aussi également aux gens qui nous regardent en Belgique. Gaëtan Vigneron l'a contacté. On avait failli pouvoir le faire au Castellet l'année dernière. Ça ne s'était pas fait. Et ce qui est assez compliqué, c'est les calendriers, puisqu'il est sur tous les grands prix de la saison, Gaëtan Vigneron. Oui. C'est avec la RTBF qu'on doit. Exactement. Mais la RTBF est plutôt enclin, en tout cas, à nous amener Gaëtan Vigneron. Il faut juste la concordance des temps et la concordance des agendas, bien sûr. Toujours quelque chose d'important, mais c'était important de vous le préciser. C'est en fin de saison quand on tournera l'émission à Abu Dhabi. T'as raison. Ah oui. C'est peut-être. Ouais. C'est une blague. C'est une blague. Qui lance le truc et tout. Oh, prends les billets. Hein, j'aimerais tellement. Bref. Entrons dans le débat, les gars. C'est la fin du courrier des lecteurs. N'oubliez pas de nous gratifier de vos meilleurs messages. Ça se passe en dessous de cette vidéo et en dessous de la vidéo, bien sûr, du débrief. Tout de suite, le débat. Je le disais au début de l'émission, c'est un débat vieux comme le monde. C'est quelque chose qui a souvent été d'ailleurs remis en question, souvent par les détracteurs de la Formule 1, qui nous expliquent que le pilote, quelle est la place de la performance du pilote dans une performance globale, c'est-à-dire pilote plus voiture. Quelle est la place du pilote même en 2023 avec tous les enseignements qu'on peut tirer semaine après semaine. Le postulat, c'est la domination Red Bull. Quelle est la part du talent du pilote, Max Verstappen notamment, dans la performance de son écurie. Il y a d'autres points aussi également qui peuvent prêter à l'interrogation. La prolifération notamment de la technologie. Est-ce qu'on peut encore parler d'un pilotage à l'instinct? Je sais que Jean-Luc Roy, notre ami qui vient souvent sur ce plateau, c'est quelque chose qui le dérange un petit peu, qu'il aimerait retrouver, ce pilotage à l'instinct des années 60, 70, 80. La prépondérance aussi également de la stratégie. On sait que le pneu, je vais reparaphraser Jean-Luc, mais il y a des centièmes dans le châssis, il y a des dixièmes bien sûr dans le moteur, et dans l'optimisation d'une stratégie pneumatique, il y a des secondes bien sûr à aller chercher. Et puis les nouveaux outils, et ce débat, vieux comme le monde, cette question en tout cas qui nous obsède chez les pistonnés, est-ce que le DRS par exemple ne donne pas un côté trop artificiel? Juste pour commencer avec une première citation, parce qu'elle est importante, c'est Franck Montagny, alors on l'a exhumée, elle vient de très très loin, c'était dans le magazine Sport Auto, septembre 2006, pour vous dire que c'est pas un nouveau débat. Franck Montagny, à l'époque, était pilote de Formule 1 chez Super Agori, et il disait ceci: la Formule 1 aime faire de certains pilotes des extraterrestres et d'autres des médiocres. Je sais une chose à ce point de ma carrière, s'il y a 5 dixièmes d'écart entre le meilleur et le moins bon, c'est le bout du monde. Il faut faire la différence sur le matériel, sur la confiance, sur l'environnement. Alors les gars, c'est quoi un grand pilote en 2023? Il a tout à fait raison, Franck Montagny, quand il dit ça, parce que il y a tellement d'aspects qui rentrent en compte qu'au final, la performance pure du pilote, elle est quasiment invisible, je pense. Même en formule de promotion, où il y a des réglages, il y a la part de confiance, il y a le circuit qui va changer, il y a l'état des gommes à un moment donné. Si tu n'es pas sur un simulateur, avec exactement les mêmes choses au même moment, je pense que c'est très dur de juger ça. Sachant que le simulateur n'est pas la réalité. Déjà, voilà. Donc en fait, je pense que jamais on aura une vision épurée de cette notion de qui est meilleur pilote que l'autre. Peut-être qualif sur un tour avec 2 pilotes qui enchaînent comme ça, il y a les mêmes conditions météo, la même température. De la même voiture, du même réglage, des mêmes pneus. Exactement, voilà. Il faut beaucoup de mais c'est la seule même style de pilotage par rapport aux qualités d'une voiture, si je vais pas. Oui, c'est vrai que tu mets Pérez et Verstappen aujourd'hui sur la même voiture. Il était important de mettre 2023 parce qu'on est bien d'accord que selon les époques, ça change. Au même titre que tu ne compares pas Kylian Mbappé, Pelé ou Maradona parce que c'est pas le même sport en fait. Les sports changent. Et la F1 encore plus parce que c'est technologique. Donc aujourd'hui, est-ce que Ayrton Senna serait aussi fort dans une monoplace aujourd'hui? Je prends un cas extrême, parce que Ayrton Senna, c'était quand même l'artiste même. Est-ce que Ayrton Senna aurait sa place aujourd'hui? Par exemple, est-ce qu'un Fernando Alonso n'aurait pas eu plus sa place dans les années 80 ou 70 avec les Regazzoni, les Noda et les Hunt? On en parlait avec Arnaud Trulli en interview. Et Arnaud Trulli disait, si je n'ai pas eu une grande carrière, c'est parce que je suis arrivé à la mauvaise époque des pneumatiques, parce que je les économisais trop et que je ne les mettais pas assez en température dans mon style de pilotage. Et Arnaud Trulli disait, si j'étais arrivé à l'époque hybride, peut-être que j'aurais joué des titres. Donc, cette notion-là,
va avec son époque. Ça, dans tous les cas. Après, il y a un aspect qui est différent. C'est la part que met l'écurie dans la volonté de faire briller son pilote. On le voit parfaitement avec Verstappen et Perez. Verstappen a prouvé son talent sur une monoplace où il ne pouvait pas s'exprimer. À partir du moment où ils se sont dit « Ok, il a du talent et il ne peut pas s'exprimer », on lui fait une voiture pour qu'il puisse s'exprimer. Donc, il faut que le pilote ait un pilotage suffisamment clair pour que l'écurie derrière construise autour de lui. Mais où est la part du pilote aujourd'hui ? Clairement pas de 100%, clairement pas de 0. Je pense qu'on ne peut que juger ça sur un tout. Et que les détracteurs diront que Verstappen gagne parce qu'il a la machine, mais la machine, elle est là parce qu'il y a Verstappen. Elle n'est pas là parce qu'il y a Perez. Perez, il prend la machine qui reste. Et c'était pareil avec Schumacher. Et c'était pareil avec Hamilton. À mon sens, c'est beaucoup plus global que ça. Et si on doit déterminer quelque chose, ce serait l'adaptabilité et l'agilité en fonction des règlements, en fonction des situations de course, des intelligences de course. Je pense qu'on s'y retrouverait plus là-dedans que sur du pilotage aux fesses pur, comme ça pouvait être le cas dans les années, comme Jean-Luc dirait, des années plus pures, justement, avec une boîte à la main, un volant tout rond, 2 pédales et basta cosy. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Pardon, j'ai fait un tunnel. Et d'abord reprendre ce que tu disais à la fin, et pour moi, c'est peut-être le plus important, c'est l'adaptabilité. Parce qu'il est facile, effectivement, je ne suis pas là pour viser qui que ce soit, mais il est facile, aujourd'hui, quand tu as une voiture qui est faite pour toi, d'exploiter 120% de ce qu'elle peut te proposer. Confiance, ça. Exactement, c'est un cercle vertueux. Ouais. Maintenant, le pilote qui arrive, prenons l'exemple de Carlos Sainz. On dit, et on le répète souvent, Carlos Sainz, il a quasiment tout connu depuis son arrivée. Il a fait Toro Rosso, il a fait McLaren, il a fait Renault, aujourd'hui il fait Ferrari. Combien de temps vas-tu mettre pour, si je parle uniquement de la performance piste, pour t'adapter à la voiture, pour t'adapter aux coéquipiers, pour t'imposer, pour prendre tes galons, commencer à gratter du terrain dans l'aspect politique. Puis ensuite, et ça aussi c'est peut-être même la priorité avant même la piste, c'est l'adaptation à la structure. Je dis, et je le répète depuis la création de cette émission, un pilote qui arrive dans une nouvelle écurie, que ce soit un rookie comme Liam Lawson aujourd'hui pour prendre le dernier en date, ou que ce soit Sébastien Vettel lorsqu'il arrive chez Aston Martin avec 15 ans d'expérience, c'est pareil. Tu arrives au sein d'une nouvelle structure, il y a des codes qui changent. Daniel Ricciardo, c'est l'exemple le plus frappant. Chez Red Bull, c'était l'un des meilleurs pilotes en activité. Il arrive chez Renault parce que la voiture est totalement différente et que les fameux freins, dépassements au frein, les dive bombs comme on le dit en anglais, ne sont plus possibles avec cette voiture. Je me souviens à Bahreïn où il tente justement au premier virage, il termine à l'extérieur de la piste. Combien de temps vas-tu mettre à t'adapter à la nouvelle structure, à la nouvelle philosophie de la voiture, à l'évolution ? Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est primordial parce que voir des pilotes qui font 15 ans dans la même équipe, c'est quelque chose qui est rare en Formule 1. On le voit aujourd'hui avec Max. Peut-être qu'il va faire toute sa carrière chez Red Bull. On l'a vu avec Hamilton sur la seconde partie, une grosse même partie de sa carrière. Et on a vu avec Sébastien Vettel, aussi comme Ricciardo, lorsqu'il a quitté Red Bull, qu'il a rejoint Ferrari, ça a été plus compliqué. Il a su performer sur des courses particulières, il a su performer sur des tiers de saison, des demi-saisons, mais il n'a pas su à quel point l'influence, à quel point est-ce Vettel, puisqu'on parle de Vettel, le coupable, à quel point est-ce l'adaptation, le manque d'adaptation à la structure. Tu vois, on ne saura jamais de toute façon. Tu as l'impression aujourd'hui, en 2023, que Max Verstappen est un plus grand pilote que Sébastien Vettel. Je te dis un lieu commun un peu. Parce que tu vois ce qui se passe maintenant avec Max Verstappen. Il écrase tout. Et que... Mais attends, qu'est-ce que tu te disais en 2013 ? Vettel, oui, c'est la même impression. Qu'est-ce que tu te disais en 2013 ? Les records, c'est lui qui les avait avant Verstappen. Et la différence, c'est qu'il y a plus de courses aujourd'hui et que Verstappen n'a pas les mêmes qualités que Sébastien Vettel et qu'il y avait quand même une lutte Vettel-Weber qui a fait que la voiture a été faite pour Vettel un peu plus tard que pour Verstappen, où pour le coup, depuis 2016, ils orientent leur stratégie vers Max Verstappen. Et tu le vois d'ailleurs dans la confiance de Max Verstappen. Il n'y a pas de pole position de Max Verstappen avant 2019, 2 en 2019, 1 en 2020, et derrière, ça déroule. Et tu le vois surtout dans la confiance. Tu le vois surtout dans la confiance uniquement. Et tu le vois surtout dans la confiance des coéquipiers. Ah oui. Ils ont tous buté. Ricciardo, Gasly, Albon, Perez, tous. Donc, tous, à un moment, plus ou moins rapide, sont en difficulté. Et c'est là que tu te dis, à la rigueur, effectivement, est-ce qu'un grand pilote, c'est pas celui qui arrive à tirer 120% de son potentiel machine, circuit, on va dire, plus confiance, tout ça,
sur toute typologie de courses différentes, à savoir, du coup, de l'adaptabilité, on en parle, mais plusieurs écuries, plusieurs réglementations, aussi fort au Hungaro, à Monaco qu'à Monza. Et je pense aussi, il y a un critère, c'est la régularité. La régularité, quand on voit Sergio Pérez à Jeddah battre Max Verstappen à la régulière, même si à Jeddah il part assez loin, Max Verstappen, mais normalement il remontait, on se dit, quelle performance Sergio Pérez, enfin il y aura une lutte. Mais on ne le voit pas sur la saison. On n'a jamais eu sur la saison avec Bottas. On ne l'a pas vu avec Vettel chez Ferrari, cette lutte sur le long cours. On l'a vu avec Rosberg. 1 an. Parce que ça demande... 2014, un peu. Mais quand tu même. vois, en fait, mine de rien, cet exemple de Rosberg est très bien choisi, parce que ce que ça demande d'être au niveau du meilleur à ce moment-là, c'est quelque chose de presque surhumain pour quelqu'un qui ne fait pas partie des excellentissimes de l'élite à ce moment-là. Et il arrête sa carrière pour ça. Hamilton fait sa saison 2016 presque en dilettantisme. J'exagère le trait, mais il y a des problèmes mécaniques en plus de ce dilettantisme. Mais je vous rappelle du début de saison. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il avait des problèmes personnels dans sa vie privée. Problèmes perso. Il se fait reprendre par Niki Lauda plusieurs fois parce que. Mais on en revient excuse-moi, mais on en revient à la politique en définitive. Et justement, c'est là où on en revient à la politique. Et juste pour vous donner un petit éclairage, Damon Hill, qui a fêté ses 63 ans d'ailleurs dimanche dernier. Quel meilleur pour toi. Et tu lui exactement. Et je lui souhaite d'ailleurs un joyeux anniversaire parce qu'il nous regarde. Il disait au podcast, il disait au podcast F1 Nation, c'était au mois d'août dernier. Il dit certains pilotes comme Ayrton Senna et Michael Schumacher font parler d'eux avant même de s'approcher de la Formule 1. Et tant que vous n'avez pas ce facteur Ayrton Senna chez une personne, vous ne pouvez pas dire honnêtement qu'elle a ce qu'il faut. Ce qu'il explique Damon Hill là-dedans, c'est que si Max Verstappen aujourd'hui est la figure de proue du projet Red Bull, c'est parce que dans les années Formule Promotion, il a montré quelque chose qui fait que Red Bull a bâti l'écurie autour de lui. Comme Lewis. Comme Lando Norris, on pourrait le dire aussi également du côté de chez McLaren. Ils l'ont quand même mis dans le simulateur dès 2017. Oui, c'est vrai, et il arrive après en Formule 1, je crois que c'est 2019, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il n'y a pas quand même l'esprit politique et le fait qu'un projet soit tourné autour d'un pilote qui fait que des grands pilotes peuvent émerger. Mais est-ce que les écuries ne peuvent pas se tromper dans cet esprit politique ? Ce qui est dommage, c'est que plus tu avances au sommet, moins tu sembles capable de voir le talent du pilote. Parce que la machine rentre de plus en plus en ligne de compte, l'aspect politique rentre de plus en plus en ligne de compte, et que du coup, on s'éloigne. Plus on se rapproche du pinacle, à savoir de la Formule 1, plus on s'éloigne un peu de la pureté du pilotage. C'est pour ça qu'un pilote comme Fernando Alonso est si plébiscité, respecté. C'est parce qu'en fait, tu continues à ressentir ce que tu ressens quand tu vois des batailles de gamins de 14 ans en karting, en KZ. Et le facteur pilote. Avec le fameux fantasme, qu'est-ce que ça donnerait s'il avait la meilleure voiture ? Oui, et quand tu le vois, par exemple, au 4 de Zandvoort, aller à l'intérieur, et que c'est le seul qui arrive à le faire. Et que sinon, ils restent tous, les uns derrière les autres, à attendre le DRS. Comme c'était le seul lors du premier Grand Prix, le retour à Zandvoort, à prendre l'extérieur au départ. Ouais, et tout le monde l'a fait derrière. C'est-à-dire que c'est des pilotes qui vont être aussi inspirants dans leur manière de piloter. Et puis surtout, qui ne se mêlent pas simplement au train-train de la F1 parce que trop de choses derrière rentrent en ligne de compte. Je pense que le sport, par son évolution technologique, amène les pilotes à se lisser en termes de pilotage. Parce qu'il faut faire gaffe à ses gommes, parce qu'il faut faire ta gestion d'énergie, parce que la stratégie rentre de plus en plus en ligne de compte. C'est l'endurance, en définitive, une course de Formule 1 aujourd'hui. On l'a vu avec Carlos Sainz là. Est-ce que c'est le pilote qui allait le plus vite qui a gagné ? Non, pour gagner, il fallait aller lentement. Donc on est quand même sur l'inverse de ce que le sport automobile devrait être. Mais pour autant, Carlos Sainz a fait preuve d'une intelligence de course qui lui a permis d'être sacré premier, c'est-à-dire le plus rapide de toute la course. Parce qu'il a renversé le jeu politique aussi depuis quelques semaines. Exactement. Donc, ça a changé tout ça. Et ce qui est vrai, ce qui est dommage, c'est que, par exemple, je prends l'exemple Théo Pourchaire. Théo Pourchaire est l'exemple même cette saison de la régularité. Il ne gagne pas beaucoup de coups. Enfin, il a gagné une course, c'est tout. Enfin, déjà bien, j'en ai pas gagné en F2. Mais au final, il laisse pas l'impression. Ouais, c'est vrai que Cuge, ça rentre dans les points FIA d'ailleurs. Théo n'a pas gagné à Cuge. Pour la super licence, ça rentre.
Théo, il a piloté cette saison, et je m'engage dans ce que je dis, comme un pilote de Formule 1. Et à l'inverse, certains pilotes, comme Vesti, ont piloté comme des pilotes de Formule 2, à savoir être très agressif, plus agressif. Le coup d'éclat. Comme Drugovic, qui, moi je le rappellerai toujours, fait un strike de malade mental au Hungaroring, n'est pas pénalisé, enfin pas assez en tout cas, mais par contre il prend des risques. Et en fait, c'est cette mise en avant-là qui t'amène derrière à la F1 où le pilote se voit moins. Là, Théo, il pilote comme un pilote de F1. Régulier, il met les points, machin et tout. Mais tu ne le vois pas. Tu n'as pas cette impression-là qui va convaincre. Donc, Hamilton c'est dommage. 2023, on le voit pas. Hamilton 2023. T'as raison. Il est 3e au championnat. Tout à l'heure, t'avais la stat, lundi, tu as sorti la stat exacte du nombre de podiums, du nombre de meilleurs tours, etc. C'est pas un pilote que l'on voit. Mais aujourd'hui, il est 3e au championnat parce qu'il a. Alors, tu parlais tout à l'heure de régularité. Pour moi, c'est le critère premier. Voilà. Pour avoir la possibilité de pour un grand prétendre pilote, tu veux dire au titre de déjà bon pilote, c'est la régularité. Pour performer en Formule 1, si t'es pas régulier, déjà, on t'écarte du débat. Maintenant, une fois que la régularité entre en ligne de compte, peut-être même avant l'aspect piste, il y a aussi cet aspect politique. Comment est-ce que tu vas t'imposer au sein de ton écurie ? Comment est-ce que tu vas dicter tes choix ? Comment est-ce que tes choix vont être pris en compte ou non par les différents stratèges, par ton équipe ? La place que tu vas avoir vis-à-vis de ton coéquipier, est-ce que ton coéquipier va estimer que si jamais demain il y a une lutte en piste, il peut se battre face à toi ou non ? Je défie Pérez demain de se battre face à Verstappen en piste. Ça va pas durer longtemps, il va peut-être même s'écarter pour pas... Il y a un tas d'éléments. Et puis ensuite, il y a, pour revenir sur la voiture, et on le voit encore plus cette saison, et il y a un exemple qui pour moi est frappant, c'est Lando Norris. Pour noter l'influence de la voiture et des évolutions, rappelez-vous de McLaren en début de saison. On avait fait, je crois, un débat même en début de saison, où McLaren était à l'agonie, avait totalement raté sa voiture, catastrophique, on ne savait pas où ils allaient. Je me souviens que sur les 2 ou 3 premières courses, c'était quasiment la pire équipe. Dernière force la pire équipe ou l'avant-dernière force du plateau. Les évolutions arrivent en Autriche. Depuis l'Autriche, Lando Norris, c'est le meilleur pilote en termes du nombre de points marqués. C'est le meilleur pilote derrière Max Verstappen. Derrière Verstappen et Perez. Donc on sort les 2 Red Bull. C'est le meilleur pilote. Je suis pas sûr que Norris pilote différemment depuis l'Autriche qu'avant l'Autriche. Mais parce que la voiture aujourd'hui lui permet de performer et parce que les évolutions fonctionnent, Norris aujourd'hui c'est un pilote qui se bat pour des podiums et peut-être à l'avenir des victoires. On l'a vu à Singapour. Inversement, et en Verstappen, en plein de... Oui, enfin je parlais deuxième, il l'a fait plusieurs fois. Je parlais exclusivement sur 2023, mais effectivement tu fais bien de me reprendre à ce sujet. Et inversement, on va prendre Verstappen. Singapour, la voiture ne correspondait pas à l'attente qu'avait Verstappen et à la possibilité d'aller chercher une victoire. Les 2 Red Bull, première fois depuis Sochi 2018, je crois que c'était la stat, que les 2 Red Bull ne se qualifient pas en Q3, que donc les 2 Red Bull sont éliminés en Q2. La voiture n'est pas performante, donc le pilote ne peut pas performer. Ensuite, il y a la course, il y a les différents scénarios, les crashs de Russell, etc. Il termine 5e à 2 dixièmes de Leclerc. L'influence, évidemment que l'influence de la voiture aujourd'hui est capitale. Mais le pilote, j'ose espérer, et ça me rassure, de me dire qu'en 2023, l'influence de pilote, elle est peut-être plus importante aujourd'hui qu'il y a 10 ans, parce qu'il y a un resserrement. Aujourd'hui, les 10 équipes, la règle des 107%, c'est quelque chose qui n'existe plus. Je me suis replongé en termes statistiques. Singapour 2012, à l'époque où il y avait HRT, Marussia, Caterham. De La Rosa, éliminé en Q1, il termine à 6 secondes du meilleur temps de Romain Grosjean qui a fait signer le meilleur temps de la Q1. Il était chez HRT. Glock et Kovalainen, chez Virgin, Marussia et Caterham terminent à 4 secondes de Grosjean. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Ouais, mais tiens, question très intéressante. La Formule 1 a toujours été un sport très stratégique. On pourra même remonter dans les années 80 à l'époque où il y avait justement le côté pilotage aussi à l'instinct. Mais tu disais, est-ce que pour autant le pilote est au centre des décisions ? Est-ce que pour autant le pilote est autant écouté, on va dire, que par le passé ? C'est un robot ou un pilote, en gros. Et voilà, ça dépend des philosophies. Lewis Hamilton s'en est plaint, par exemple, sur la décision, on va dire, de projet du côté de chez Mercedes avec cette voiture sans ponton, avec ponton, etc. Regardez ce que disait Max Verstappen.
prenons aujourd'hui l'homme qui domine et explose le championnat. Il disait au journal Le Monde, c'était en septembre 2022, « Je ne suis pas tellement impliqué dans des décisions stratégiques de l'équipe. Je suis au cœur de beaucoup de discussions, mais ce n'est pas moi qui prends les décisions. Je ne suis que le pilote. Mon rôle, c'est de donner mon ressenti quand je suis au volant. » On a aussi également le témoignage de Mark Slade, qui est l'ingénieur de Kevin Magnussen du côté de chez Haas, et qui disait au mois d'octobre 2023 sur le podcast Ask Me Anything, il dit « Disons qu'on part du principe que les bons pilotes ont de bonnes impressions sur ce qu'il se passe. Durant la course, en termes de stratégie, c'est un peu différent parce que le pilote ne sait pas ce qui se passe ailleurs sur la piste. Il n'a donc pas la connaissance complète de la situation et nous avons une meilleure vue d'ensemble. Nous avons une meilleure idée de l'état des pneus des autres concurrents. Je dirais que ça dépend vraiment de la situation. Disons qu'au sujet des appels conventionnels de stratégie, on essaiera de s'en tenir à ce qu'on veut faire. » Ça, c'est quand même un message assez fort. Si l'on devait faire un comparatif avec ces deux déclarations, on va remonter loin dans l'histoire. Grand Prix d'Australie 1986. Un des plus beaux Grands Prix que l'histoire de la Formule 1 ait connu. Le titre de Alain Prost, je crois que c'est le deuxième titre ou troisième, je ne me rappelle plus. Bref, deuxième titre, je crois. Deuxième titre, tout à fait. Grand Prix complètement fou, dans des conditions complètement malades. Il y a une stratégie d'équipe chez McLaren, c'est que Keke Rosberg parte tout seul et fasse le lièvre pour épuiser les Williams et pour aider Alain Prost. Alain Prost, on le connaît, c'est le professeur, le QI Formule 1, on va dire, et l'intelligence de course. Et Alain Prost passe par les stands, contraint malgré lui à passer par les stands pour changer les pneus. Les autres décident de ne pas changer les pneus et les pneus éclatent. Et Alain Prost, finalement, est champion du monde. À l'époque, on avait l'impression que c'était le pilote qui était proactif sur sa stratégie. Là, quand je lis ces déclarations, j'ai quand même l'impression que le pilote n'est qu'un numéro, un élément, et que derrière, c'est les logiciels, les ingénieurs et toute la technologie embarquée. Mais parce que ça dépend d'apprendre la décision. Il n'y avait pas les ordinateurs à l'époque, il n'y avait pas tous les éléments que l'on a. Moi, je me rappelle d'une déclaration de Valtteri Bottas lorsqu'il quitte Mercedes, conférence de presse avant la Belgique, où il dit « Lewis et moi, lorsque nous voulions aller dans un sens, l'ingénieur répondait non, l'ordinateur dit ça. Aujourd'hui, c'est ça la Formule 1. Et ça a perdu Mercedes ces dernières années d'ailleurs. Et ce qui fait que Mercedes n'est pas au niveau depuis 2 ans. Mais... Et ce que l'on voit, c'est qu'en 2023, pour aussi apporter un élément supplémentaire à qu'est-ce qu'un grand pilote, c'est que l'importance du feedback, l'importance du ressenti pilote et d'être non seulement capable de ressentir ce que la voiture, le comportement de la voiture en piste, mais aussi être capable de retranscrire cela derrière lors des fameux briefings, lors des fameux meetings entre écuries. Ça fait partie de la composante d'un grand pilote. Aujourd'hui, prenons l'exemple extrême Aston Martin, peut-être caricatural parce qu'au final Stroll n'en parle jamais, on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut, mais dans l'image moi que j'ai d'Aston Martin aujourd'hui, c'est que tu as Alonso qui s'occupe de tout ce qui est aspect technique, retour piste. S'occupe des points aussi. Aussi. Accessoirement. Et que Stroll, entre guillemets, est passager de sa voiture, éventuellement dit oui ou dit non, mais j'ai pas, encore une fois, peut-être que je me trompe totalement et que ce serait une agréable surprise d'apprendre à terme que Stroll est aussi ce pilote-là. Mais j'ai pas cette sensation. Et aujourd'hui, Alonso, il fait partie de cette catégorie-là aussi, parce qu'en Formule 1 en 2023, il est indispensable d'avoir ce ressenti et d'être capable de le retransmettre. Et encore, le ressenti prenait plus de place. Tu disais tout à l'heure, à l'époque, on conduisait avec les fesses, avec le ressenti, bien sûr, du fessier, qui est quand même dans l'ADN, on va dire, des grands pilotes. On a vous vous rappelez de ce très beau film Netflix sur Michael Schumacher, où Michael Schumacher, en essai avec la Ferrari, prenait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui, il prenait le tracé du circuit et il disait à Ross Brown, alors là, je t'explique, on a du sous-virage, là, la voiture, elle est pas mal, là, la voiture, il faudrait changer ci, ça. Aujourd'hui, c'est désuet de fonctionner comme ça. Les logiciels, voilà, exactement. Voilà, tu as un bouton sur le volant. Quand tu veux marquer, justement, un momentum X pour dire virage 4, tu appuies sur le bouton et à la fin, ton ingénieur se dit pourquoi tu appuies sur le bouton virage 4 du tour 18 parce qu'à ce moment-là, je sentais effectivement la voiture, ceci, ça. Et au final, est-ce qu'un grand pilote aujourd'hui, en tout cas dans notre ère à nous, c'est pas celui qui a raison par rapport à l'ordi ? Est-ce que c'est pas celui... C'est peut-être ça, t'as raison. Est-ce que c'est pas celui qui, quand on lui annonce que l'ordinateur prévoit, répond non, il va pas se passer ça. Parce que moi je sens ça, qu'avec la machine que j'ai là maintenant, je peux pas faire ce que l'ordinateur demande, et que concrètement, je vous demande de m'écouter. Il peut se tromper, mais au moins avoir la lucidité de pas écouter bêtement l'ordinateur. Alors après, ça exclut Max Verstappen de ça, donc je veux pas rentrer là-dedans. Mais Max Verstappen, par exemple, est un pilote qui est excellent sur certains critères, sur l'agressivité et la vitesse pure. Il y a peu de monde dans l'histoire de la Formule 1 qui peut aller à son niveau. Pour autant, est-ce que dans la politique également, c'est le cas. Mais pour autant, est-ce que dans la gestion, il est aussi bon qu'un Lewis Hamilton ?
Je sais pas. Quand on lui demande, lui dit arrête d'accélérer ou ne tente pas le meilleur tour maintenant, il faut qu'on conserve les pneus ou quoi ou machin, je sais plus tout ce qui est arrivé avec Lambiadze, et qu'il le fait pas. Le jour où ça va lui coûter ça, est-ce qu'on remettra pas en cause en disant Verstappen a manqué à son devoir de pilote dans l'écoute, par exemple. Donc en fait, comme Norris en Russie. Oui, en exactement. 2021. Et où Verstappen, ça a failli lui coûter la qualif en Belgique. Oui, c'est vrai. En fait, c'est un compromis au final de tout ce qu'on a dit. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a une notion, certes, de talent pur, mais quand tu arrives à ce moment-là, le talent pur, je pense que n'en déplaise à tous ceux qui jugent rapidement la Formule 1, je pense qu'il est quand même relativement équivalent entre tous ces pilotes et qu'il y a peu de choses qui les séparent. Mais Tu les mets au volant d'une caisse, la même, toutes, ils vont pas être très loin quand même les uns des autres. Et tu le vois très bien aujourd'hui, Liam Lawson, c'est 2 week-ends et demi de Grand Prix, 3 courses disputées. Aujourd'hui, il termine dans les points. Aujourd'hui, non seulement il n'est pas ridicule, mais il performe. Il se bat face à Verstappen, il se bat face à Perez, il va tenter des dépassements. C'est quelque chose qui, à mes yeux, peut-être que je me trompe totalement et les plus anciens d'entre nous vont pouvoir nous corriger si je dis une bêtise, mais c'est quelque chose qui, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans, qu'il y a 60 ans, un pilote qui, après 3 Grands Prix, alors évidemment qu'il y a aussi le matériel qui entre en ligne de compte, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, mais j'ai pas l'impression qu'il pouvait performer à ce point. C'est qu'aujourd'hui, le jeune pilote qui veut accéder à la Formule 1, il est aussi mieux préparé lorsqu'il arrive en Formule 1. Au final, est-ce que le point un peu final de tout ça, et je t'aiderai avec une anecdote d'ailleurs, le point final de tout ça, c'est pas l'omniscience, alors, en tout cas tendre à l'omniscience de la part du pilote envers son environnement. C'est-à-dire, on avait des vrais pilotes ingénieurs, excuse-moi de te couper, mais on avait des vrais pilotes ingénieurs à l'époque, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais ce côté, je suis dans une écurie, je connais le rôle de chacun, je sais exactement ce qu'on va faire et pourquoi on le fait. Je sais que si lui, il est là, ce pilote-là est devant moi, c'est pour telle raison, ce pilote-là est derrière moi, c'est pour telle raison, ce virage, je dois le prendre comme ça pour telle raison, etc. etc. L'omniscience de son environnement. On en parlait en début de saison à un moment donné, et on en parlait beaucoup avec AlphaTauri il y a quelques années. On disait que c'était pile ou face, on lançait la pièce, ils arrivaient le vendredi et il y a certaines choses qu'ils ne comprenaient pas. C'est le cas As, par exemple. Le cas As, ils arrivent avec une monoplace qui n'est pas la leur sur certains aspects et ils ne comprennent pas. Et du coup, en début de saison, ils font avec un matériel qui est pas mal. Sur l'évolution, ils n'y arrivent plus. Aston Martin, c'était le cas avec Racing Point, tout ça. Je mets une anecdote qui a un rapport avec ça. Mon père m'a raconté ça il y a des années. Il a vu Ayrton Senna remporter un championnat du monde de karting en Italie, je crois, il y a 30 ans. Et il disait, personne ne conduisait comme lui. C'était ahurissant qu'il passe à cette vitesse-là, à ce moment-là, comme ça, etc. Et il me disait aussi, je remarquais quelque chose, Ayrton Senna avait un meilleur châssis et pas un meilleur moteur. Son moteur était moins bon, on le voyait en ligne droite. Et à partir d'une certaine séance, il s'est mis à mettre la main sur sa boîte à air pour couper l'entrée d'air et du coup augmenter le rapport stoichiométrique entre l'air et l'essence et qu'il y ait plus d'essence gavée en richesse. Truc. Alors, c'est pas bon sur le long terme, mais en fait, et il disait, ça lui filait une poussée que personne ne comprenait. La séance d'après, tous les pilotes sont mis à mettre la main sur leur boîte à air. C'est une anecdote, c'est con, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ces mecs-là qui changent, entre guillemets, un peu leur sport dans la manière dont ils vont apporter quelque chose. Je pense que Lewis Hamilton, dans la gestion des pneumatiques, a apporté quelque chose. Je pense que Max Verstappen, dans son agressivité, au même titre qu'Alonso, a apporté quelque chose. Max Verstappen a révolutionné le pilotage sous la pluie Oui, c'est vrai, ça. quand il est arrivé. Alonso, lui, l'avait fait parce qu'ils sont quand même pas si différents de ça, les deux. Mais Alonso, par certaines trajectoires, a su révolutionner le pilotage. Et cette omniscience de leur environnement, en fait. Ces mecs-là sont au-dessus parce qu'ils ne font pas que piloter. Ils amènent leur voiture à une complétude d'environnement vers la victoire. Tu parlais d'omniscience, Hamza nous parlait aussi également de pilotes de mieux en mieux préparés. On conclura là-dessus. C'est une citation d'Éric Comas, ancien pilote français en Formule 1 au début des années 90, qui disait au journal Le Temps, journal suisse, c'était il y a longtemps maintenant, il y a 13 ans, Beaucoup avril de citations 2010. aujourd'hui. Il dit, selon moi, la dénomination championnat pilote est aujourd'hui usurpée. Le rôle du pilote a changé. Jusqu'au début des années 80, l'expérience apportait un vrai plus. Elle faisait souvent la différence. À l'époque, il fallait maîtriser le talon-pointe, se montrer
montré méticuleux dans les rétrogradages. Un simple raté comme le passage involontaire de 5e en seconde conduisait à l'abandon pour cause de surrégime. Désormais, il est difficile de commettre une erreur grave. C'est-à-dire qu'en fait, on voit de moins en moins aussi également la différence entre les pilotes. Pour toutes les raisons qu'Eric Comas a dit, et pour les raisons que tu viens d'expliquer, le niveau de préparation, et puis aussi également le côté, l'omniscience de certains pilotes. Le mot pilote a changé. La définition du mot pilote, en tout cas pour la Formule 1, elle n'est plus la même. Effectivement, le talon pointe, c'est plus quelque chose qu'on t'apprend en école de pilotage. Et le talent. Alors que c'est la base. On entend beaucoup de choses, les pilotes payants, ceux qui arrivent. Quand tu es en Formule 1, de toute façon, c'est que tu as un certain niveau. Et de toute façon, aujourd'hui, encore plus aujourd'hui. Pas la super licence. On non, peut pas. Déjà, il faut la super licence. Et puis encore plus aujourd'hui, on peut pas tricher. Si tu es mauvais, on le voit sur la feuille des temps en qualification. Et en qualification aujourd'hui, il n'y a pas un pilote qui a 2 secondes à la traîne. Tout à l'heure, je disais Kartikeyan et De La Rosa, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus voir. C'est Mazepin, on peut le dire. Où c'est flagrant que tu te poses la question de savoir s'il a véritablement le niveau pour et encore, le mec est 5e en F2. Hein. Et encore. Et tu te retrouves aujourd'hui dans une situation, et pour rebondir et conclure sur ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, le pilote n'a pas le même rôle. Le pilote des années 60, il pouvait faire la différence grâce à son coup de volant. Bah, aujourd'hui, beaucoup de pilotes ont le coup de volant, mais est-ce suffisant pour gagner ? Bah, manifestement non, puisqu'il faut avoir la voiture, il faut avoir la compréhension pneumatique. Encore une fois, Ferrari le disait depuis le début de la saison. On ne comprend pas les pneus. Là, il commence à comprendre les pneus. Bah, Carlos Sainz, mine de rien, du jour au lendemain, le pilote que l'on critiquait à chaque émission devient le pilote qui nous... Sur lequel on ouvre l'émission. Oui, voilà. Et pour en faire l'éloge. Ouais, complètement. Donc, le rôle a changé. Aujourd'hui, un pilote, qu'est-ce qu'un grand pilote ? C'est pas seulement celui qui est le plus rapide sur un tour en karting, pour prendre l'exemple le plus Pas extrême. Pas moi, du coup. Tu ne l'as jamais été. Par contre, j'avais aucun doute là-dessus. Par contre, effectivement, c'est celui qui a peut-être qui arrive à le mieux comprendre et appliquer ses propres besoins par rapport à l'environnement qui l'entoure. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Optimiser ces dizaines de millions d'euros d'ingénierie par une traduction sur la piste, par un coup de volant. Mais effectivement, c'est plus la même chose. Je prends un exemple bête, mais Pierrot, il se foutait de ma gueule quand j'étais sur son simulateur chez lui. Despiello. Oui, Despiello. Il se foutait et il riait. Je me souviens, ce soir-là, il y avait Alex Keldy, il y avait Pierrot et il y avait moi, et j'étais le plus nul sur le simulateur. Il se foutait de ma gueule en disant « Ouais, mais tu pilotes, comment tu peux être aussi nul ?» Je dis « Les gars, j'ai pas de ressenti fesse. En fait, je ne sais pas quand je dois freiner. Excuse-nous, Nicky Lauda. Non, mais moi qui ai roulé qu'en karting. Qui ai roulé qu'en karting et en plus sans vitesse. Si, réellement, il y avait 2 vitesses, mais pas en KZ. Alors que du coup, sur la piste, il y a des moves que je faisais où Pierrot, il me disait, que je l'ai peint, il me disait comment tu freines là. Non, mais on le voit aujourd'hui. J'ai été c'est que je l'ai peint, mais au sein de la structure Art lors de la préparation de Monaco, je crois, où je voyais donc Victor et Théo préparer Monaco au Simu. Et je voyais des trajectoires, je les voyais venir toucher. Et Théo, justement, qui avait cette expérience de Monaco en F2, qui disait à Victor « Ouais, mais là, fais attention, tu ne pourras pas prendre cette trajectoire parce qu'il y a une bosse. Le Simu, il y a des pilotes. Raikkonen refusait de piloter au Simu parce que voilà, ça fait partie des pilotes, les vieux de la vieille, qui n'ont. Oui, il n'a pas la plus grande fin de carrière non plus sur l'air hybride. Oui, mais je sais pas, honnêtement, je ne sais pas si le Simu l'aurait vraiment aidé. Non. Mais il y a des. On ne peut pas prendre le Simu pour référentiel aujourd'hui. Mais ça peut aider. Et pourtant, il est essentiel aujourd'hui dans la compétition. Tu sais quoi, je pense qu'il est essentiel pour la préparation des écuries. Mais pour le pilote, je pense que c'est surtout une question de confiance. Surtout une question d'acquérir la confiance sur ce circuit en disant je connais où freiner, machin et tout. Je pense que c'est assez placebo par rapport justement à ce ressenti piste où c'est con à dire, mais ton instinct il te dit qu'en freiner quand même sur la piste, ce qui n'est pas le cas sur le simulateur. Et l'instinct de Fernando Alonso, il est un poil dérangé par rapport aux autres, donc il freine plus tard, tu vois. Et l'instinct de ces pilotes-là, je pense quand même qu'il y a un peu cette notion de placebo pour le pilote, pas pour l'écurie. Exactement. La question était, c'est quoi un grand pilote en 2023 ? J'espère qu'on aura l'occasion très rapidement de vous faire qui sont les grands pilotes de cette saison 2023 avec cette émission chapeau qui est quasi prête. Est-ce qu'on a invité Daniel Riolo ? On attend juste une confirmation au niveau de la prod, mais normalement ça devrait arriver très vite et on vous tient au courant sur les réseaux sociaux. Restez branchés cette semaine, normalement vous devriez en savoir plus. Un grand pilote, on va en parler tout de suite les gars. On va parler MotoGP. Marc Marquez, ouais. Je l'aime pas beaucoup, mais ok. Ah bon ? Un mec qui parle espagnol, tu l'aimes pas, toi ? Ah, mais moi je me souviens de Rossi, Malaisie, tout ça, bref. On en parlera tout à l'heure. Tu sais quoi, on en parle tout de suite même. Faites entrer Margot, c'est l'heure de Margot, nous parle moto.
Margot nous parle moto et Margot va nous dire est-ce que Marc Marquez est un grand pilote? Non, je rigole. Salut Margot, comment vas-tu? Super, et vous? Ouais, impeccable. Ça va les gars? On est bien. On est bien. Margot, attends, avant de parler de Marc Marquez, Margot elle rentre du bol d'or les gars. Et j'ai envie quand même qu'on en touche un petit mot avant d'évoquer cette grande chronique et ce mercato complètement fou du côté de la MotoGP. Comment c'était le bol d'or? Donne envie, s'il te plaît, à Hamza Rahmani et à Brice Germain d'aller prendre leur billet pour l'année prochaine. C'était fou. c'est tout le temps génial l'endurance, surtout quand tu as accès au paddock et d'être aussi proche des pilotes. Puis on a vu, comme tout le temps au bol d'or, le sacre de 2 champions du monde en stock et en endurance, enfin en catégorie endurance, on va dire ça comme ça, avec le Yacht, avec Nicolo Canepa, Marvin Fritz et Karel Anika qui ont été titrés champions du monde. Donc la numéro 7, c'est Yamaha. Et ensuite, c'est le CERT qui a gagné. Pour le CERT, c'est une équipe, c'est un team emblématique en endurance. C'est la 12, donc on a 3 champions du monde différents en 3 ans. C'est un ami qui me l'a fait rappeler hier. Mais voilà, donc le CERT qui a remporté le bol d'or au bout de 24 heures. Pas mal de rebondissements, comme à 3 heures de la fin, 8 pilotes qui chutent au même endroit parce qu'il y a une trace d'huile. Donc bon, pas trop de blessés, un petit peu de blessés, mais oui, toujours des rebondissements, toujours des casses moteurs, parce que 24 heures au Paul Ricard, il y a la grande ligne droite du Mistral, donc 1300 mètres, je crois, si je me trompe pas, à plein régime. Généralement, les moteurs, ils aiment pas trop. Donc il y en a qui ont carrément fait juste 20 minutes de course, parce qu'ils avaient déjà cassé 3 moteurs au total dans la semaine. Donc c'est sympa, franchement, c'est génial. Les 24 heures du Mans aussi. C'est les deux avec les 24 heures de Spa, mais je pense qu'en France, on est pas mal servi entre le bol d'or et les 24 heures du Mans. Donc, avril, la prochaine, j'espère que vous y serez aussi avec moi. Mais attends, l'argument sportif pour convaincre Brice et Hamza, mais l'argument, l'expérience spectateur, la fête autour, pour essayer de me convaincre, c'est pas mal aussi, non? Tu sais quoi? Il y avait ce week-end Johan Zarco qui donnait un concert. Il a donné... Ouais, c'était génial. J'ai pas pu y aller, mais il a même donné le coup de drapeau pour le Tour de Chauffe. Ouais. Puis c'est toujours spectaculaire quand en mode un peu comme guitare-voix, un peu façon Tom Tiravino et Chris Roche, ou plus dans... J'y étais pas, mais après, il a Johan Zarco, on va en parler un petit peu, je pense, mais il a un rapport à la musique et à la guitare, et généralement, tous les week-ends, je crois qu'il chante un peu ou qu'il fait un petit peu de guitare sur les circuits. Pour Manu, le bol d'or, c'est le bol d'or. C'est-à-dire qu'il vient là-bas pour... Et pas forcément, bien sûr, le métal. Margot, on va revenir bien sûr en MotoGP, et tu vas nous éclairer sur un point qui concerne Marc Marquez. Va-t-il rester chez Honda ou va-t-il partir? C'est la question à 1 million d'euros. Il nous faut une réponse la plus précise possible. Et j'ai pas les 1 million d'euros, mais c'est vrai que c'est la question du moment, à savoir Honda ou Gresini, la victoire ou l'argent, le plus gros transfert du MotoGP, ou est-ce que c'est la fin aussi, c'est chez Honda? C'est un peu putaclic tout ce que je viens de dire, mais c'est pas moi qui le dis. Mais c'est surtout aussi que si je le dis, c'est qu'il y a un fond de vérité. Et ça aussi, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paolo Ciabatti, qu'on peut voir à l'image. C'est le directeur sportif de Ducati. Parce que, pour rappel, le team Gresini, c'est un team satellite Ducati, donc qui est équipé DGP 22. C'est la version de la saison dernière. On en avait parlé déjà au tout début de saison, si je ne me trompe pas. Et pour le moment, comme j'ai dit, j'ai pas les 1 million d'euros, mais c'est surtout c'est très compliqué de répondre à cette question. Avant le Grand Prix de Saint-Marin, on l'annonçait chez Gresini. Après le Grand Prix... au final, il allait rester chez Honda. Puis au lendemain de la course, il y a eu des tests officiels à Misano. Ce à quoi Marquez a déclaré, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès, sans grande surprise non plus sur la Honda. Il peut y avoir une influence ou pas, ça dépend. Dans les décisions ou les théories que j'ai, il y a le plan A, le plan B et le plan C. 3 et pas 2, comme j'ai dit auparavant. Donc j'ai 3 idées très claires. Je sais très, très clairement ce qui doit se passer pour chacune d'entre elles. Donc il y a encore du temps. Donc, c'était à peu près il y a une dizaine de jours. Et depuis tout à l'heure, juste avant de venir juste ici, j'ai ouvert Twitter et Pramac a fait une annonce aujourd'hui à 16h. Donc, ça s'agite depuis 2 semaines. Et là, voilà, on voit Marquez chez Pramac Ducati aussi. Enfin bref, il y a plein de possibilités, comme il le dit. Donc, tout le monde en parle, mais personne ne sait. Les médias, ils sont très, très divisés entre eux. C'est compliqué, du coup, de donner une réponse. Et normalement, on aura une réponse pour le Grand Prix d'Inde ou le Grand Prix du Japon. Mais bon.
Alors, tu nous as exposé bien sûr les faits. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir ton avis aussi sur la question. Est-ce que Marquez, s'il part sur une Ducati, est-ce qu'il sera totalement gagnant et qu'est-ce que ça serait les conséquences pour Honda et même pour Gresini? Pour répondre par rapport à Marquez, est-ce que s'il est gagnant, ça dépend de la vision que tu as. C'est sûr que pour moi et pour beaucoup, de manière générale, en fait, il va casser du coup un contrat. C'est le plus gros actuellement du MotoGP et même de l'histoire du MotoGP. C'est à peu près 15 millions par an, la fourchette basse. Donc, on ne connaît pas vraiment les prix, forcément. Mais ça, ce qui implique aussi de casser le contrat, ce qui implique des dettes. Mais en ce moment, ça se fait beaucoup, parce qu'on l'a vu avec Alex Rins qui part chez Yamaha, aussi en World Superbike avec Jonathan Rea. Après aussi, casser ce contrat, c'est ne pas en retrouver un aussi bon, parce qu'aller chez Gresini, ce n'est pas la folie financière là-bas. Ils ne sont pas en aisance financière, on va dire. Et c'est aussi perdre le statut de pilote officiel, parce qu'il faut savoir que Ducati ne gère pas les contrats de Gresini et ne veut pas Marquez à l'origine. Mais D'accord. eux, ils font ce qu'ils veulent. Ensuite, c'est aussi gagnant, parce que c'est retrouver une moto qui gagne, qui est la plus performante du plateau. Donc, le retrouver aux avant-postes et aussi un line-up assez sympa avec son frère, Alex Marquez, qui est chez Gresini. Donc, ce qui donne aussi un point positif pour le team italien, Gresini, d'avoir un line-up avec au total 10 titres de champion du monde, parce que Alex est champion du monde Moto 3 et Moto 2 aussi. Et faire le plus gros braquage, pour moi, de pilotes, et peut-être aussi avoir un meilleur apport, un meilleur soutien financier pour le coup. Maintenant, pour Honda, les conséquences, c'est de perdre le meilleur pilote du plateau, enfin le meilleur pilote, leur pilote, le seul pilote actuellement qui peut piloter cette Honda. Et même certains, quand tu parles avec des journalistes qui sont dans le paddock, il y a la crainte, c'est de voir Honda, le constructeur numéro 1, partir du MotoGP. Et ce n'est pas ce que la Dorna veut. Donc, il y a aussi la Dorna qui joue un peu dans tout ça. Néanmoins, si Marquez part, ça profite à quelqu'un, un pilote français, qui est Johann Zarco. Alors, Il pourrait monter, par exemple, dans le team officiel. Alors justement, parle-nous de Johann Zarco, qui lui est dans un team satellite, on rappelle, de Ducati, qui devait initialement partir dans un team satellite du HRC, de Honda, si j'ai bien compris. Il est chez voilà. Explique-nous un petit peu la suite pour Johann Zarco après les annonces de cet été. Ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, il sera dans le clan Honda. Pour l'instant, ça ne change pas. Il est chez LCR. Il est dans le team du coup satellite. Il a un contrat avec le HRC, donc un contrat officiel de 2 ans, plus 1 an en option. Maintenant, la mission de Zarco en arrivant chez Honda, c'est de les faire renaître. Et on va dire que les avis sont divers et variés, dans le sens où il y en a qui pense qu'il a fait une erreur. Moi, je ne vois pas d'erreur là-dedans. Au contraire, si à un moment donné, je vais poser d'ailleurs cette question-là, le fait de ne pas gagner avec la Ducati, changer de moto aussi, c'est peut-être aller chercher la victoire ailleurs. La Honda, alors oui, elle n'est pas performante, elle est mauvaise, etc. Mais elle a quand même gagné cette année. Au Barayama, qui n'a rien gagné. Donc, il a dit que voilà, il pouvait aussi aller chercher la victoire là-bas. Il y a Christian Gabarini, le chef mécano, si je ne me trompe pas, de Pecco Bagnaia, qui a dit « Johann Zarco est le pilote qui peut conduire à un changement à 360 degrés chez Honda ». Si même des membres du paddock le disent, c'est qu'il y a une raison. Et en plus, il a déjà piloté sur la Honda en 2019 avec LCR. Il avait fait 3 Grands Prix. C'est une moto qu'il a fait renaître après son épisode douloureux chez KTM. Et c'est l'un des pilotes les plus intelligents de la grille pour moi, qui est très mature aussi et qui est très posé. Et ça, plein de personnes le disent dans le paddock, et surtout en France. Donc, je pense que justement, ça peut faire de belles choses. Et entre être pas trop soutenu par le clan Ducati et se retrouver avec le HRC beaucoup plus soutenu et se dire, ça se trouve, je vais, on va dire, faire renaître de ses cendres le plus gros constructeur mondial. Le challenge, il est sympa aussi, je pense. Ça peut être un bon point. Brice Hamza, quelques réactions à ce... J'aimerais parler d'un autre Français, Fabio Quartararo. Je sais qu'il a testé le nouveau moteur Yamaha. Qu'en est-il en fait? Est-ce qu'il peut quitter la structure Yamaha? Est-ce qu'il va rester? Quel est un peu le... Pour lui, ce ne sera pas comme Marquez où on le voit un peu divaguer chez Ducati. Pour le coup, ce ne sera pas cette année pour Quartararo. Il l'a dit lui-même dans une interview avec Canal+.
Et il n'a pas envie d'abandonner parce que lui, il a son contrat jusqu'à fin 2024. Il n'a pas envie de le casser. Il n'a jamais pensé en fait à quitter. Alors oui, il a déclaré que ça allait être décisif pour son avenir. Maintenant, il attend aussi avec impatience l'arrivée d'Alex Rins parce qu'aujourd'hui, il se retrouve tout seul avec la Yamaha. Il peut pas développer. Il l'a développé tout seul. Donc, il attend là son arrivée et il a déclaré il n'y a pas longtemps, à l'issue des tests, pardon, Yamaha a cru en moi quand je suis arrivée en Moto 2. Mon attitude était un peu plus arrogante que ce qu'il fallait en début d'année. On est dans un moment difficile, c'est sûr, mais je dois rester poli. Et les deux parties veulent la même chose. Et comme beaucoup le disent, c'est dans les moments compliqués que tu vois aussi les vrais champions. Et je pense que c'est une étape aussi importante de sa carrière et ce qui fera de lui un pilote encore plus fort à l'avenir s'il passe ce passage compliqué. Après, on verra à l'issue de 2024 si c'est toujours aussi compliqué chez Yamaha et s'il peut, voir si même il y a un nouveau constructeur qui arrive. Donc, c'est compliqué encore de donner un avis par rapport à, un avenir à Quartaro, surtout que c'est pas comparable avec Marquez, parce que Marquez, il y a 8 titres de champion du monde derrière, il a 30 ans, ouais, 6 ans, pardon, je suis pas très forte en maths, 6 ans de plus que lui, donc tu peux pas quitter aussi vite, je pense que Marquez le ferait sur Honda. Parce que, pour moi, Marquez, vraiment, les avis sont différents, mais pour moi, je le vois vraiment quitter Honda dans très peu de temps. Ok. J'en ai bien peur. Ben justement, si tu penses qu'il va quitter Honda, c'est bien parce que justement, cette écurie d'usine-là, aujourd'hui, elle fait pas le poids face à Ducati et même Yamaha fait pas le poids face à Ducati. Est-ce que, parce que c'est pas le cas en F1, ça, mais est-ce que la tentation peut venir chez certains grands pilotes, comme Quartararo par exemple, de se mettre dans une écurie satellite de Ducati, parce que dans tous les cas, leur écurie d'usine n'a pas le potentiel pour aller challenger toutes les motos Ducati, justement. Mais là, en l'occurrence, quand on parle de champion du monde, les voir dans des teams usines, dans les teams satellites, ça fait pas rêver. Mais est-ce que ce serait pas un positionnement pour peut-être derrière aller dans... je sais Mais pas, c'est un retrait, ouais. Vraiment un retrait. Je pense que il y a l'ego du pilote qui parle et que aller dans un team satellite, c'est pas possible. Dans le sens où déjà, par exemple, là, il y a cette bataille pour le titre. Bon, visiblement, ça tend à être Francesco Bagnaia qui sera de nouveau titré champion du monde cette année. Mais par exemple, Jorge Martin, qui est son plus proche concurrent, dit c'est pas à moi de remporter le titre de champion du monde parce que je suis dans un team satellite. Il faut, parce que lui, ce qu'il veut, c'est bien évidemment le titre. Oui, mais la phrase... La phrase, elle en dit long dans le sens où même Luca Marini, le demi-frère de Valentino Rossi, qui est avec la VR46 dans un team satellite Ducati, a dit la même chose. Ça ne doit pas être un pilote satellite qui doit gagner un titre. Donc, quand tu vois des pilotes comme Marquez, comme Quartararo, qui sont les meilleurs du plateau, avec Bagnaia maintenant, c'est compliqué quand même de les voir dans un team satellite. Après, oui, c'est attirant de voir une Ducati, mais la Ducati, la GP23, est actuellement plus performante que la GP22, parce que maintenant, elle est mise au point, parce que maintenant, elle est meilleure que la version d'avant. Mais t'aurais pas plus de lutte quand même? Parce que visiblement, on est quand même sur un truc où Ducati écrase. Et... Ah oui, ils en ont 8, forcément, ils écrasent. Mais du coup, est-ce que t'aurais pas plus de lutte, ou en tout cas des choses plus intéressantes en voyant ces mecs-là dans les teams satellites? Bah non, parce qu'en fait, après, moi, je vois un championnat monomarque après. Ouais. Parce que si tu mets Marquez, Quartararo, Bagnaia, Binder, même, parce que c'est un pilote qui, pour moi, sera champion dans les années à venir, Martin, tu les mets tous sur une Ducati. Alors, ok, du coup, ils sont tous à armes égales. Ce qu'on aimerait tous voir, je pense, dans un championnat en sport mécanique. Mais du coup, là, il n'y a plus de championnat. C'est la mort des autres constructeurs. Voilà, il n'y a plus de championnat constructeur. Honda et Yamaha, là, ils mettent la clé sous la porte direct. C'est pour ça que quand je dis je vois Marquez chez Honda, c'est parce que après ils s'amusent aussi sur les réseaux sociaux, mais à agrémenter toutes ces rumeurs. Mais il est dans une phase de sa carrière où le voir quitter Honda, dans la série, il dit dans l'avion cette cicatrice, ce sera avec vous ou sans vous, en gros, que j'en gagnerai le titre. Il y a quand même beaucoup là. Après, il s'en amuse un peu trop selon moi, mais
Enfin, t'imagines Marquez sur la Ducati, là? Ça veut dire que entre Bagnaia et Marquez, ça va se battre sur la même moto. Bah, ça Ils fait ont- rêver. Oui, ça fait rêver, mais Honda... Bah, du coup, Zarco, oui, il a signé 2 ans, mais en même temps, est-ce qu'il y aura les mêmes moyens? C'est trop d'interrogations. Mhm. Et moi qui suis pas dans le paddock, je peux pas répondre du coup à toutes ces questions-là. Et j'en suis désolée du coup. Mais Là, t'es c'est- viré. Non, je rigole. Mais Helmut c'est tout un. Tu parles d'un sujet, mais ça découle sûr. de plein d'autres sujets derrière. Avec plein de conséquences derrière. Bah, on va suivre tout ça en tout cas avec beaucoup d'intérêt. Merci pour ton éclairage, Margot, sur ce gros sujet. Marc Marquez, quittera-t-il donc Honda? On suivra ça et vous nous dites aussi comme d'habitude ce que vous en pensez en commentaire. C'est la fin de cette émission. N'oubliez jamais que vous pouvez écouter cette émission et ne pas voir nos têtes, ce qui est quand même un peu triste, mais on vous autorise désormais sur toutes les plateformes streaming, podcast. Franchement, Voilà, Quand tu viens de faire 24 heures de boulder, c'est pas très grave. Ouais, t'as raison, bah bon, quand même. Et puis, n'oubliez pas aussi également de donner de la force. First Team Sport, vous vous abonnez, vous mettez des likes si vous avez aimé, bien évidemment, le contenu. On sera très, très, très content de vous lire. Le courrier des lecteurs reviendra forcément la semaine prochaine, après le Grand Prix du Japon Formule 1. On sera de retour, bien évidemment, pour parler de tout ça. Merci Hamza, merci Brice, merci Margot, tu reviens quand tu veux. Hein. T'as micro ouvert, carte de bon cliente. C'est promis jusqu'à la fin de la saison Gentil. 2023. Salut les amis, prenez soin de vous en tout cas. Et puis voilà, la semaine prochaine. Salut.